Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Sens Public depuis les allées du 60e Salon international de l'agriculture. Public Sénat, vous le savez, a installé son studio ici sur le stand de la coopération agricole depuis samedi pour comprendre la grogne, la colère qui secoue le secteur et donc le gouvernement depuis des semaines. Dans cette émission, nous reviendrons d'abord sur l'accueil houleux réservé au chef de l'État samedi pour l'inauguration et puis plus jeu politique de ce salon qui tourne au bras de fer à 3 mois et demi des élections européennes. Et puis on va décortiquer ensemble les dernières promesses du chef de l'État, notamment sur l'instauration de prix planchers, sur les pesticides ou encore sur la reconnaissance de l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation. Mais d'abord, notre premier reportage. Vous le savez, le Premier ministre Gabriel Attal, qui était ici même hier soir, refuse que ce salon de l'agriculture tourne au cirque politique et pourtant, depuis 3 jours, ça y ressemble. Flora Sauvage. Après une ouverture chaotique samedi, en présence d'Emmanuel Macron accueilli sous les huées, le salon de l'agriculture a vu défiler ce lundi plusieurs candidats aux élections européennes. Une fois le calme revenu, Jordan Bardella, le président du RN et tête de liste aux européennes, a arpenté ce matin les allées du salon dans le calme, tout en multipliant les selfies. En changeant la politique qui est conduite au niveau français comme au niveau européen, on peut, dans la décennie qui vient, sauver l'agriculture française. Alors que le gouvernement tente de répondre depuis des semaines au malaise agricole, la ministre déléguée à l'agriculture dénonce l'instrumentalisation du Rassemblement national. Que M. Bardella arrive sur le salon avec la perche à selfie et multiplie les photos, c'est une chose. Mais quelle est sa ligne? Moi, je peux dire à tout le monde, je vous ai entendu, je vous ai compris. Manon Aubry, la future tête de liste de LFI aux européennes, renvoie dos à dos Emmanuel Macron et Jordan Bardella, qu'elle accuse de défendre le même modèle agricole. Gabriel Attal, hier, parlait de cirque médiatique. Moi, j'ai un peu le sentiment que le gouvernement et Jordan Bardella sont un peu des clowns, en réalité. Chez les LR, les têtes de liste aux européennes, accompagnées du président du parti, Éric Ciotti, dénoncent la sincérité du gouvernement. Le gouvernement a joué aux pompiers pyromanes depuis plusieurs années. Depuis 2017, la colère des agriculteurs, elle vient de loin et elle n'a pas été entendue. À 3 mois et demi des élections européennes, la crise agricole reste plus que jamais d'actualité. Pour tenter d'apaiser les tensions, l'Élysée a annoncé la tenue mardi d'une nouvelle réunion à Bercy autour des ministres de l'économie et de l'agriculture, afin de dresser un recensement des exploitations en difficulté. Le 60e salon de l'agriculture, bras de fer politique, c'est le thème de notre premier débat avec Jean Garrigue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes historien, président du comité d'histoire parlementaire et vous publiez Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble aux éditions Payot. Sylvie Brunel, bonsoir. Bonjour. Bienvenue, vous êtes écrivain géographe et vous publiez Sa Majesté le maïs, la plante que nous adorons détester mais qui sauve pourtant le monde. D'ailleurs, votre veste est ambitieuse. Bienvenue, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas et puis vous publiez La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du Cerf et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bienvenue, éditorialiste politique. 13 heures de visite pour Emmanuel Macron. Des images assez catastrophiques. Je pense qu'elles vont imprimer quand même la rétine d'une partie des Français pour un moment. En contrôleuse, parfois sous les sifflets, sous protection policière. Jean Garrigue, je fais appel à votre mémoire, à l'historien. Peut-on dire que jamais un président de la République n'a été à ce point bousculé pendant un salon de l'agriculture? Et pourtant, il y en a eu des visites présidentielles. Oui, il y a eu beaucoup de chahuts, surtout depuis Nicolas Sarkozy en réalité. Je me souviens en 2008, le fameux Casse-toi pauvre con. Il y a eu des chahuts. François Hollande a été hué, sifflé lui aussi. Mais ce qui s'est passé il y a quelques jours est quand même exceptionnel dans l'histoire des salons de l'agriculture, avec cette irruption comme ça de centaines de militants et des insultes, une violence qui s'exerce à l'encontre du président de la République, en tout cas qui menace le président de la République. C'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, mais qui finalement est à la mesure d'abord de la crise qui est en train de se dérouler depuis quelques semaines, et puis aussi du ras-le-bol du monde paysan qui couve depuis des décennies. C'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui se
qui se crante, qui s'articule particulièrement à l'image que projette Emmanuel Macron, puisqu'au fond, son image, c'est à peu près l'antithèse de ce que représente le monde rural. C'est-à-dire que c'est un urbain qui représente les élites, qui est europhile. C'est un peu tout ce que détestent les agriculteurs. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très anti-Macron dans ce qui s'est passé il y a quelques jours. Oui, d'ailleurs, ce sera intéressant de voir comment ça se passe pour le Premier ministre Gabriel Attal qui viendra demain au Salon. Sylvie Brunel, comment vous expliquez-vous cette colère agricole ? Vous dites que nos agriculteurs ont parfois le sentiment d'être des fichés A. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, vous savez, cela fait des années, Jean Garrigue l'a dit, cela fait des années que le monde agricole subit une accumulation de difficultés, alors des difficultés climatiques bien sûr, mais aussi une accumulation de normes, une accumulation de tracasseries. Ça devient, ils ont choisi ce métier pour être libre et ça devient un métier de plus en plus difficile à exercer. On en vit de plus en plus difficilement. La concurrence déloyale fait que finalement, on leur demande d'être parfaits, de cocher toutes les cases et on achète ailleurs. Soyez parfaits, mais on va acheter le moins 10 ans. Donc, cette colère, elle a commencé à se manifester de façon assez douce avec le retournement des panneaux. C'était les JA qui disaient on marche sur la tête. Ensuite, vous vous souvenez, il y a eu le 25 novembre la grande manifestation des Vitis à Narbonne avec la concurrence des vins espagnols, la difficulté de vivre. Pourtant, le vin, c'est une force de l'agriculture française. Et puis, ce qui a fait déborder le vase, ça a été la question du gazole non routier. Et là, ce qui a été marquant, c'est que parti d'Occitanie, le mouvement s'est généralisé dans toute la France, dans toutes les filières, dans tous les modes de production, puisque les bio, on avait poussé au bio et le bio ne s'en sort pas. Et on a retrouvé finalement tous les syndicats. Alors, ce qui a été marquant, c'est que les ministres ont été largement mobilisés, tous les ministres. Attal, Fesneau de l'agriculture, Le Maire de l'économie et Béchu de l'environnement. Oui, il y a déjà eu beaucoup de réponses gouvernementales. Oui, Emmanuel Macron était relativement absent. Il était en voyage, donc on l'attendait beaucoup. Mais ce qui a quand même été marquant samedi, c'est la distorsion entre la façon dont il a été hué et les 2 heures qu'il a passées en chemise, d'ailleurs c'est ce qu'on voit pendant qu'on parle, ce qu'il a passé en chemise de façon extrêmement proche avec tous les syndicats, en acceptant l'échange, en acceptant le débat, en disant des choses très fortes. L'agriculture va être reconnue au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Nous allons faire un prix plancher. Nous allons abandonner le plan phyto. C'était des choses incroyables qu'il a dit pendant ces 2 heures. Sauf qu'après, quand il est redescendu, les militants, la base, ne le savaient pas. Oui. Donc il a dû affronter, mais il a eu du courage quand même. Il a dû affronter. Maintenant, tout le monde attend. Effectivement, la mise en musique en quelque sorte des dernières annonces du chef de l'État. Tous les politiques viennent faire leur marché au salon de l'agriculture, c'est pas nouveau ça. Évidemment, c'est pas nouveau. Et dans le Figaro, puisqu'il y a évidemment un bras de fer, c'est le thème de notre débat entre le Rassemblement national et l'exécutif depuis 72 heures. À chaque séquence répond une autre séquence. Dans le Figaro, Emmanuel Macron charge la coordination rurale. On va voir cette citation du président de la République. Malgré les discussions et les avancées, un syndicat a fait le choix de ne pas appeler au calme, c'est la coordination rurale. Des décideurs locaux de la coordination rurale sont engagés de manière très officielle au Rassemblement national. Benjamin Morel, il y a peut-être une part de détestation de la figure du président de la République, ce dont nous parlait Jean Garrigue, mais à quel point on peut imaginer ou affirmer que le président est tombé dans une sorte de traquenard quand même samedi ? Je ne pense pas qu'on peut parler de traquenard. Vous avez en effet des engagements politiques, mais ce n'est pas nouveau dans le monde agricole. Alors ce sont des engagements politiques qui en règle générale tournent plutôt du côté de la droite, notamment des Républicains. Il y avait un lien, je dirais, presque organique, naguère entre LR et certains syndicats agricoles. Souvenez-vous de Christian Jacob, qui était un ancien représentant agricole également. Donc il y a ces liens-là. Par rapport au Rassemblement national, c'est une nouveauté. Pendant très longtemps, les agriculteurs étaient relativement rétifs au vote Rassemblement national. Mathieu nous le détaillera dans un instant, mais quand même, on n'est pas naïfs les uns et les autres sur ce plateau. L'accueil d'Emmanuel Macron a été préparé en amont. C'est pas totalement spontané. Qu'il puisse y avoir, je dirais, un préparage en amont, c'est possible, c'est même probable. En revanche, la réaction générale, au moins au sein du pavillon 1, ne peut pas être préparée en amont, à moins de vraiment maîtriser l'ensemble du champ agricole, vous voyez. Donc c'est une façon
comme naguère dans les spectacles, vous aviez quelques personnes bien placées pour applaudir et faire applaudir toute la salle. Claque. Exactement, pour faire la claque. C'est une façon peut-être de mobiliser une partie de la profession, mais fondamentalement, c'est pas suffisant. Cette colère, en revanche, le fait pour Emmanuel Macron de la renvoyer au Rassemblement national, de dire écoutez, les gens qui me sifflent, eh bien c'est forcément le RN, c'est une vraie faute du point de vue de la communication politique. Parce que ça veut dire tout d'un coup que eh bien, vous donnez le point à l'adversaire. Vous dites regardez, il y a une colère des agriculteurs. Cette colère, elle est instrumentalisée par le RN et donc les revendications qui sont portées par ceux qui me sifflent, ce sont les revendications du Rassemblement national. Quand vous avez un mouvement qui est populaire d'environ 80% de la population, donner ainsi le point alors que vous êtes venu pour convaincre, c'est une vraie faute de communication qui ensuite a probablement été l'un des points marquants qui a fait que le samedi d'Emmanuel Macron n'a pas été un bon samedi. Mathieu, un mot. Oui, ici un traquenard, il se l'est quand même tendu à lui-même. Il ne faut pas oublier une chose qui est d'abord le choix de faire de la FNSEA cet interlocuteur privilégié. Un salon, ça se prépare, une visite au salon, ça se prépare. C'est pas un hasard, c'est pas inédit de faire de la FNSEA l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Ça a été le cas depuis ça fait des décennies. Oui. Mais mardi dernier, c'est la FNSEA et les JA qui sont reçus à l'Elysée. D'une certaine façon, depuis le début de la crise, il y a la mise en scène de ce dialogue permanent entre le pouvoir et la FNSEA, mettant de côté la coordination rurale, qui de toute façon, dont dans l'exécutif on dit la coordination rurale n'a pas de proposition, ou alors ils sont proches du Rassemblement national. On les voit pour les voir au niveau de Gabriel Attal, au niveau de Marc Fesneau. Mais Emmanuel Macron n'a pas mis en scène, en tout cas ne les a pas accueillis comme il a accueilli les autres à l'Élysée. Et puis deuxième chose, on ne peut pas non plus oublier, mais on va y venir peut-être, cette affaire des soulèvements de la terre. Alors effectivement, on va en parler et je vous propose un premier témoignage pour éclairer notre débat. Évidemment, tous les politiques, on les a vus dans le sujet d'ouverture de Flora Sauvage. Ils sont là, ils sont déjà là, ils seront là dans les prochains jours. Et parmi les voix qui se sont exprimées, celle de Cécile Imard, qui est agricultrice et qui est numéro 2 sur la liste LR aux européennes. Et elle pointe d'abord la responsabilité de l'Élysée en faisant référence, Mathieu l'évoquait, à cette affaire, les soulèvements de la terre. Je suis du côté de la colère des agriculteurs. Emmanuel Macron, en faisant ce qu'il a fait avec l'épisode de l'invitation des soulèvements de la terre, où il a été incapable de présenter ses excuses, où il a été incapable d'assumer les actes qui ont été posés par ses conseillers. Aujourd'hui, c'est le pompier pyromane. Il souffle sur les braises de la colère agricole depuis des mois. Il promet d'entendre la colère agricole depuis des mois. Jean Garrigue, votre avis sur ce couac de l'invitation de l'association Les Soulèvements de la Terre, invitation officielle, non officielle, enfin bon, on a toutes les versions. Est-ce que ça suffit quand même à expliquer un tel climat d'hostilité, d'après vous ? Je ne le pense pas. Il s'agit d'un couac, ça c'est indubitable, les conseillers de l'Élysée, etc. Il y a un couac. Je pense qu'on peut imaginer que la manifestation à laquelle on a assisté aurait quand même eu lieu, même si ce couac n'avait pas existé, parce que c'est tout simplement l'expression de cette colère, de ce ras-le-bol d'une partie du monde paysan, du monde rural, du monde agricole, face à la politique qui est menée, et je dirais face à 30 années, je le répète, 30 années où se sont accumulés les problèmes du monde rural. Maintenant, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur la coordination rurale, parce que de fait, un certain nombre d'enquêtes ont montré qu'il y avait des liens, sinon organiques, mais en tout cas des liens idéologiques entre le discours qui est tenu par cette coordination et celui du Rassemblement national. Ça ne veut pas dire que ça soit une sorte d'instrument du Rassemblement national. Ça a été la stratégie, effectivement, d'Emmanuel Macron que de le laisser entendre. Mais simplement, on voit bien que de manière, je dirais, mécanique, il y a une convergence entre ce que représente et ce que réclame la coordination rurale et ce que, assez habilement d'ailleurs, le Rassemblement national d'aujourd'hui peut porter, c'est-à-dire l'europhobie, la lutte contre les élites, la lutte contre les excès de la fiscalité, la suradministration, le déclassement social. Tout ça rejoint finalement les thématiques du Rassemblement national, et c'est pourquoi on se retrouve sur ces thèmes-là. J'allais vous poser une question sur les soulèvements de la terre, mais je vous vois peut-être un peu dubitatif sur ce que dit Jean Garrigue. Donc allez-y. Oui, pour moi, la coordination rurale, moi je les connais bien comme la FNSEA, je vais beaucoup dans les campagnes, je rencontre beaucoup de CR comme de FNSEA. Il faut savoir que c'est un syndicat dans lequel, évidemment, certains individus à titre personnel peuvent avoir des engagements comme on a dans tous les syndicats, mais qu'en aucun cas, la coordination rurale n'est
proche du Rassemblement national. Véronique Le Floch ne cesse de le dire. Il faut se méfier beaucoup de ce que j'appellerais la wikipédianisation, de ce qu'on dit dans Wikipédia des gens, parce que Wikipédia peut tout à fait diaboliser quand on a décidé que l'ACR serait assimilée à l'extrême droite. Après, c'est très difficile. C'est comme un sparadrap qui vous colle à la peau. C'est pas seulement Wikipédia, c'est effectivement la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est peut-être aussi la stratégie du Rassemblement national d'essayer ce de match dire, à deux, il arrange tout le monde. Hein. Mais ce n'est pas, je le répète, l'identité de la coordination rurale. Ce sont des agriculteurs qui disent des prix, pas des primes, qui sont pour des exploitations performantes et viables. Ouais. Et il y a énormément de gens très différents au sein de la coordination Jean, un mot rurale. Et ensuite je reviens de ce côté. Je parlais simplement de convergence objective. Il n'est pas question de faire de la coordination rurale le bras armé du Rassemblement national. Je le répète, c'est tout simplement une colère qui s'exprime. Mais cette colère rejoint effectivement la stratégie politique du Rassemblement national. Alors, je reviens à cette histoire des soulèvements de la terre, Mathieu. C'est quand même comme on se dit mais qui a eu cette idée lumineuse, quoi? Qui a eu cette idée folle? Oui, vous me non, parce sortez de la bouche. Il y a plusieurs choses. Probablement, il y aurait eu de toute façon des interpellations, une manifestation, peut-être des algarades au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron, même s'il n'y avait pas eu cette affaire-là. Mais cette affaire-là a quand même mis le feu aux poudres, et c'est toute la scénarisation même de la visite du président qui a mis le feu aux poudres. Parce que cette volonté de tout antagoniser, il parlait d'un ring. Alors je sais que le ring c'est l'espace évidemment où se passent les concours d'animaux. Mais enfin quand vous prenez le dialogue et que vous dites ça se passera sur le ring, et puis envoyez-moi des agriculteurs, des industriels, de grands distributeurs, et puis comme ça si ça suffisait pas, amenez-moi des ONG et défenseurs de l'environnement. Je suis Emmanuel Macron, le surhomme, capable de retourner une foule en un rien de temps. Il y a quand même quelque chose qui tient de l'affrontement symbolique d'une certaine façon. C'est un débat, c'est une contradiction. On sait qu'Emmanuel Macron n'est plutôt pas mauvais dans l'exercice, mais en tout cas, c'est pas un climat qui suscite l'apaisement. C'est pas franchement un climat de dialogue serein et détendu. Et puis par ailleurs, le choix de faire venir les soulèvements de la terre. Emmanuel Macron dit c'est pas moi, évidemment ça m'a mis en colère, mais enfin il n'y a pas une décision qui se prend après un mois de conflit sur un grand débat qui est censé être cathartique et faire atterrir, comme on dit à l'Elysée, le conflit, qui se prend sans en référer sinon au président, au moins à son plus proche conseiller Alexis Kohler. Enfin c'est pas un lampiste qui prend cette décision dans un coin en disant je vais faire appel à cette association que l'exécutif a voulu dissoudre. Ou alors encore pire. Hein, ou alors sinon c'est vraiment une pétaudière et c'est encore pire. Oui. Benjamin Morel, votre avis sur... Alors vous êtes pas sociologue, mais sur ce que politiquement cette séquence, ces images peuvent provoquer dans l'opinion, au-delà du monde agricole, c'est-à-dire... moi je disais dans les titres, ça va imprimer peut-être durablement la rétine des Français, ce qui s'est passé ici samedi. Ça peut imprimer en effet durablement les choses. Il faut voir qu'il y a plusieurs niveaux d'information dans la population. Il y a ceux qui se seront pris à toute la séquence et auront regardé la chose sur plusieurs jours et qui auront vu Emmanuel Macron en effet ensuite en bras de chemise convaincre une partie de ses interlocuteurs. Mais la plupart se seront tenus au journal de 20h où les images les plus dures de la journée auront d'abord été présentées. Or il faut voir que le salon de l'agriculture est devenu un rituel politique parce qu'en réalité, il touche plusieurs catégories de personnalités. Il touche certes les agriculteurs, mais c'est un électorat relativement résiduel et très posé politiquement. On l'a dit, ils ont pendant très très longtemps voté LR, et donc il n'y a pas grand-chose à gagner pour les politiques à aller chercher cet électorat relativement stable. En revanche, derrière, il y a une partie de la ruralité qui peut être assez loin du monde agricole, mais malgré tout s'y reconnaît. Ouais. Si vous venez au salon de l'agriculture, vous parlez à cette France-là, et derrière, vous parlez également à toute une partie de la France qui s'identifie à la ruralité. J'aurais dû, Benjamin Morel, vous demander ce matin l'éditorial que j'ai demandé à Mathieu Croissando, qui va nous faire tout de suite, parce qu'on va... C'est très bien, vous m'offrez la perche, on va ouvrir un chapitre sur le vote agricole, Mathieu, et peut-être d'abord expliquer à quel point, parce qu'on a entendu Gabriel Attal hier soir ici même parler de ce cirque politique, ce cirque médiatique, enfin bon, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est pas nouveau. Et puis on voit les politiques se bousculer chaque année au salon de l'agriculture, en particulier les années d'élection, hein, parce que cette visite, elle fait partie des incontournables pour les politiques, parce qu'on scrute leur proximité supposée, le naturel qu'ils ont, ceux qui ont de l'appétit, ceux qui ont de la répartie. C'est un révélateur grandeur nature, mais c'est parfois périlleux. Jean y faisait allusion tout à l'heure. On se souvient du casse-toi pauvre con agacé de Nicolas Sarkozy en 2008. Ça, c'est un sujet ça faisait 2 heures à peine qu'il était arrivé au salon.
Exactement. Et puis, on l'a vu évidemment ce week-end avec Emmanuel Macron. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que ça permet pour certains politiques de se façonner une image de terroir. Ça permet aussi de glaner sans doute quelques voix. Alors, Benjamin Morel l'évoquait, mais vous allez rentrer un peu plus dans le détail. Pour qui votent les agriculteurs? C'est probablement changeant. Traditionnellement, il faut rappeler que c'était un électorat qui était ancré à droite, modéré, conservateur, UDF ou RPR, surtout, on disait autrefois. Hein. Le parti gaulliste ira d'ailleurs piocher certaines personnalités dans le syndicalisme agricole pour garnir ses ministères. On se souvient de François Guillaume, hein, ancien président de la FNSEA, devenu lui ministre de l'Agriculture, ou dans un autre registre, Christian Jacob, qui était à la tête du CNJA et qui ensuite a fait une carrière politique. Mais tout ça, c'était un peu avant. Il y a eu une première alerte en 2002 avec, vous vous souvenez, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Et là, on s'aperçoit que les agriculteurs ont voté à 22% pour lui, ce qui est 5 points de plus à l'époque que la moyenne nationale. Et ça marque sans doute le début d'un tournant, même s'il n'y avait rien de définitif. En 2007, les agriculteurs ils votent à 44% pour Nicolas Sarkozy au premier tour. Hein. En 2017, le Cevipof les voit placer Marine Le Pen. Ça, c'est une enquête loin devant François Fillon et Emmanuel Macron. Mais 2022... c'est l'IFOP qui fait une enquête et qui les voit passer Emmanuel Macron loin devant Marine Le Pen. Donc c'est mouvant. Mais, voilà, en fait, au-delà des chiffres et des sondages, au regard de la crise actuelle qu'on voit sous les effets conjugués de la mondialisation, du rejet de l'Europe, Jean y faisait allusion, d'une forme de crise d'identité aussi, il faut le dire, et d'une crise de tradition, et même d'une transition écologique qui ne leur fait aucun cadeau, eh bien, beaucoup prédisent une bascule de cet électorat à l'extrême droite, à l'occasion notamment de ce scrutin européen. C'est d'ailleurs pas évidemment un hasard si le RN a tenté et tente encore de surfer sur la colère paysanne. On l'a vu depuis 2 mois et puis on l'a vu évidemment dans ce salon. Et évidemment, et là aussi quelques détails sur ce réservoir électoral. Est-ce que ça représente les agriculteurs un réservoir électoral important? Alors non, si on regarde le nombre d'exploitations agricoles qui n'a cessé de baisser, on est à, je parle sous votre contrôle, un peu moins de 400 000 aujourd'hui. Un petit peu plus, mais voilà, ça baisse à toute vitesse puisque en fait il y en a 20 000 qui partent en retraite chaque année et 13 000 seulement qui sont remplacés. Voilà, mais l'électorat agricole ne se limite pas aux chefs d'exploitation parce qu'il faut compter évidemment les salariés qui travaillent, il faut compter les retraités, il faut compter les conjoints. Et là, on arrive à 6-8% de l'électorat, ce qui quand même est déjà un petit peu plus important. Et puis Benjamin y faisait allusion, plus largement s'adresser aux agriculteurs, c'est évidemment parler ruralité, c'est s'adresser même aux Français des petites villes qui se sentent isolés, oubliés par un pouvoir politique, on en parlait tout à l'heure, qui était jugé trop urbain. Et là, évidemment, ça fait beaucoup plus de nombre. Évidemment, tout de suite, beaucoup plus de nombre. Tiens, Sylvie Brunel, je reviens vers vous sur... Alors, je reprends ce que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'il y a le nombre d'agriculteurs avec des exploitations qui baissent régulièrement, et puis il y a l'influence politique. Est-ce que vous voyez une influence politique des agriculteurs? Alors, il faut se rendre compte que l'agriculture, c'est le 2e employeur privé de France derrière l'artisanat, que c'est quand on ajoute les terres cultivées, 53% du territoire, et les forêts, dont une partie est cultivée aussi, près de 80% du territoire. C'est aussi bien sûr notre alimentation. On est accueillis dans le stand de la coopération agricole. Ça irrigue tout le territoire. C'est les mutualités sociales agricoles. Dans ce pavillon 4, vous voyez à quel point le monde agricole, dans ses ramifications, est omniprésent en France. Et finalement, ce qui est marquant, c'est que là, c'est Public Sénat qui nous accueille. Les sénateurs sont, par leur rapport, par leur engagement, le reflet de cette ruralité vivante, de cette ruralité de ces gens qui se lèvent tôt, qui travaillent et qui ont l'impression souvent que le monde des villes fonctionne différemment d'eux, et notamment des grandes villes. Vous savez, les zones... Comment on appelle ça, où on ne peut pas rentrer là Périurbaine. Non, avec les voitures. J'aime bien les critères 3 et 4. Enfin, vous savez, ces villes... Les ZFE. Les zones à faible émission. Les zones de faible... Oui, heureusement qu'il y en a un qui suit. Oui. Les zones de faible émission qui sont des zones de forte exclusion. Oui. Les zones de non-traitement, Mais alors, je reviens, pardon de vous interrompre, je reviens à la question que je posais à Benjamin Morel tout à l'heure sur finalement ces images d'un Emmanuel Macron plus que chahuté ici. Vous lui disiez finalement, il s'en est bien tiré quand il s'est retrouvé comme ça, isolé avec les représentants syndicaux. Mais est-ce que, je suis assez d'accord avec Benjamin Morel, est-ce que l'opinion publique, et donc cette opinion publique rurale, qui est accrochée historiquement et économiquement au monde agricole, qu'est-ce qu'elle va retenir de cette séquence présidentielle ici? Alors d'abord, vous avez vu que l'opinion publique reste favorable aux agriculteurs. Bien sûr. Malgré... Alors qu'ils se plaignent beaucoup de l'agribashing d'ailleurs.
Alors, attention, ce qui se passe pour les agriculteurs, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les renvoie en permanence, notamment dans certains médias, au passé, à la petite agriculture de Pépé Mémé. Ils disent l'agriculture, aujourd'hui, c'est un secteur qui est pleinement engagé dans l'avenir. L'outillage, ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, le recours à la génomique végétale, le retour, on le voit dans ce salon, à la mécanique de précision, aux robots de traite. C'est une profession pleinement engagée dans la modernité. Il y a une sorte de hiatus entre la façon dont les Français aiment leurs agriculteurs. Ils aiment des agriculteurs qui les renvoient à un bon vieux temps, au bon vieux temps des campagnes, alors que cette profession, aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise. Et ces chefs d'entreprise, eh bien, ils sont dans une transition qui est extrêmement difficile à aborder. Donc, qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui le monde agricole et tous ceux qui les entourent? De voir concrètement les preuves d'amour. Pourquoi? Parce que les tracasseries continuent dans les fermes, les problèmes de trésorerie continuent et l'Europe, le problème de l'unification, l'uniformisation en Europe reste à écrire. Jean Garrigue, on pourrait quand même aussi dire qu'il y a une forme d'ingratitude du monde agricole dans la façon d'accueillir le chef de l'État samedi après avoir lâché, c'était 400 millions d'euros de mesures d'aide. Alors c'est vrai que par rapport aux concessions qui ont été faites à la suite d'un mouvement social exceptionnel et qui s'est finalement conclu de manière là aussi assez exceptionnelle. Je veux dire que les concessions ont été très importantes, aussi bien le plan d'urgence que des concessions à plus long terme. En tout cas des promesses. Il faut que ces promesses ensuite soient tenues. Et je crois, c'est là que le bas blesse. Je veux dire que vous avez un monde rural qui, depuis 30 ans, considère que les promesses ne sont pas tenues et que les problèmes se sont accumulés. Et vous ajoutez à ça le réveil des territoires. Parce que ces 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, ils ont été marqués par ça. Le réveil des territoires. Réveil des territoires à travers les associations de maires, de conseils régionaux, etc., qui se sont levés contre Emmanuel Macron, contre la centralisation des élites parisiennes. Réveil des territoires au moment des Gilets jaunes. Alors, c'est pas tout à fait la même population, mais c'est souvent une population rurale, périurbaine, qui s'est soulevée au moment de la crise des Gilets jaunes. Et puis cette révolte du monde agricole qui aujourd'hui a ébranlé justement le paysage politique. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a eu une réponse. C'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas géré cette crise comme il avait géré la crise des retraites, par exemple. On voit bien une très grosse différence. Il a compris que si 90% des Français soutenaient le mouvement agraire, le mouvement agricole, c'est qu'il y avait véritablement là du grain à moudre et qu'il fallait une réponse. Et puis il y a aussi, malgré tout, j'y reviens, la dimension politique de tout ça. Vous l'avez évoqué au tout début de cette émission. On voit bien que de part et d'autre, il y a des postures politiques, une instrumentalisation de part et d'autre, un jeu double entre d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté le Rassemblement national. Donc forcément, ça dramatise et ça rend les choses plus compliquées. Tiens, une illustration justement des images de la visite de Jordan Bardella qui était donc là hier et encore ce matin à ce 60e salon de l'agriculture. On voit Jordan Bardella faire des selfies, beaucoup de sollicitations. Le président du Rassemblement national est également tête de liste aux élections européennes. Plutôt bien accueilli, on peut dire ça comme ça. Et alors, on a évoqué la question des liens supposés, en tout cas tel que Emmanuel Macron l'a exprimé ici même entre le Rassemblement national et la coordination rurale. Vous avez cité son nom, la première vice-présidente de la coordination rurale, Sophie Lennertz, s'en défend. Je peux vous montrer le planning. Nous avons 150 députés, sénateurs qui sont prévus de passer sur le stand de tous bords. Donc il vient. Maintenant, il ne faut pas qu'il vienne faire sa propagande politique. C'est de nous dire si on lui pose des questions concrètes sur l'installation, comment il voit les choses. L'indicateur ou les prix planchers qui ne nous répètent pas simplement des mots qu'il a entendus, mais qui nous disent, lui, comment il veut le construire, ce prix. Il faut qu'il s'attende à avoir des vraies questions et pas des questions politiques ou d'apparence ou d'appartenance. On veut vraiment ce que lui a en tête pour le monde agricole. Benjamin Morel, je reviens vers vous. Il faut reprendre le micro. Puisque vous nous avez dit qu'en fait, le chef de l'État, mais c'est pas nouveau, il l'a installé depuis son premier quinquennat ou sa première campagne présidentielle, ce bras de fer ou ce face-à-face avec le Rassemblement national et Marine Le Pen. C'est sur justement ce que nous dit là Sophie Lennertz, c'est-à-dire c'est sur le contenu, c'est sur les propositions du Rassemblement national qu'il faut aller chercher ce parti. C'est la volonté de la majorité depuis quelques mois, mais la réalité c'est que malgré tout, si vous voulez solidifier un électorat, souvenez-vous les précédentes européennes,
Les précédentes européennes, vous avez 2 listes touche-touche et vous avez donc le Rassemblement national et la majorité. Et vous avez, à travers ce jeu-là, eh bien, LR notamment, qui est pris en étau, et une grande partie de l'électorat LR qui va voter utile, alors que ça n'a aucun sens dans une élection européenne, soit Nathalie Loiseau, soit Jordan Bardella, par anti-macronisme ou par anti-RN. C'est l'objectif, en grande partie, du chef de l'État. Et lorsque vous visez un adversaire, vous ne partagez pas d'électeurs avec lui. Il n'y a pas d'électeurs qui hésitent aujourd'hui entre Jordan Bardella et la liste de La République En Marche. Il y a des électeurs qui pourraient se dire, eh bien, si jamais je veux éviter une victoire symbolique du RN, je n'ai qu'un choix, c'est de voter pour le parti présidentiel. Et ça gomme les enjeux presque agricoles et européens. Et souvenez-vous, encore une fois, 2019, à l'époque, discours de Quimper, Emmanuel Macron parle de la lèpre populiste qui monte. Il installe le match. Là, on est un peu dans la même logique, sauf que ce n'est pas tout à fait la même époque. On a quand même une fragilisation du président de la République, notamment de son aile gauche, et qui plus est, il y a un Rassemblement national qui, à tort ou à raison, apparaît comme faisant moins peur. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Et dernier point qui marque la différence, le chef de l'État n'a pas choisi son champ de bataille. Il y a 2 sujets qu'il voulait probablement éviter et qui apparaissent au moins dans ce début de campagne comme étant les sujets structurants, c'est l'immigration et l'agriculture. Sur l'immigration, évidemment, c'est un terrain qui est miné pour le chef de l'État. Et sur l'agriculture, c'est également un terrain miné. Parce que le bilan de Ursula von der Leyen, soutenu et poussé par Emmanuel Macron, c'est quand même le Green Deal. Donc c'est aujourd'hui ce qui a du mal à partir avec les agriculteurs. Je parlais tout à l'heure des 400 millions de mesures annoncé et essentiellement incarné par Gabriel Attal, c'est peut-être aussi un peu une pierre dans le jardin de son Premier ministre. C'est-à-dire que malgré les efforts de Gabriel Attal, Emmanuel Macron s'est retrouvé dans cette situation samedi. C'est une pierre dans le jardin, mais comment arriver à calmer une colère agricole quand vous n'avez pas tout à fait la main sur cette colère et quand, en effet, il y a un effet de rattrapage par rapport à des années d'abandon. Je rappelle quand même que la France, qui devait être le poumon vert de l'Europe, s'est fait plumer au poteau en tant que première puissance agricole de l'Union par l'Allemagne en 2014. Donc la situation ne date pas d'Emmanuel Macron. Vous avez une fragilisation au très très long cours, et ça évidemment, le jour où la colère explose, quand vous êtes au pouvoir, vous payez les pots cassés. Mathieu ? Oui, c'est quand même pas très neuf de voir un parti d'opposition surfer sur une colère sociale. C'est quand même ce qui se passe depuis la nuit des temps, et le pouvoir est un peu naïf d'essayer de pousser Marine Le Pen ou Jordan Bardella à faire des propositions. Vous pensez que pendant les manifestations contre les retraites, on attendait les propositions de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Faure ou de tous ceux qui étaient opposés? Non. On sait très bien que quand on est dans l'opposition, on rase gratis. C'est assez agréable ou confortable, on va dire, quand on est dans l'opposition. C'est après, quand on est en période d'élection, là, il faut proposer. Et c'est essentiellement la présidentielle que ça se passe, parce que le scrutin européen, on le sait, les motivations des électeurs sont assez souvent nationales et ne votent assez rarement pour les programmes des partis. Alors que ça devrait être le meilleur moment pour aller questionner Jordan Bardella sur ce qu'il a fait comme député européen. Bien entendu, mais vous voyez bien que sur ce sujet-là, le pouvoir varie. C'est-à-dire qu'un coup, on attaque le Rassemblement national sur le terrain des valeurs et on déclare qu'il n'est pas dans l'arc républicain, et on déclare que la décence commanderait qu'au nom de l'histoire, il ne se présente pas, par exemple, au rassemblement, à la commémoration de Manouchian. C'était mercredi dernier, quand même. Et puis, un coup, on dit non, tout ça, c'est vieux monde, il faut l'attaquer sur le terrain des propositions. Mais le pouvoir a tellement varié qu'aujourd'hui, il ne sait pas comment s'y prendre avec le Rassemblement national. Alors que oui, comme tout autre parti, il faut l'attaquer sur le programme. C'est généralement là, dans les périodes des présidentielles, c'est généralement sur le programme que ça vacille. Tout le monde veut intervenir, ce qui est très bon signe dans un débat. Benjamin Morel. Non, mais rapidement, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois qu'on ne comprend le télescopage entre cette crise et les élections européennes que si on comprend que l'électorat des agriculteurs n'est pas d'abord l'électorat visé. C'est l'électorat français au sens plus large, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'identifient à ce monde agricole et qui se disent voilà nos traditions, voilà l'âme de la France. Et en effet, avec parfois une vision totalement distordue de ce qu'est peut-être l'agriculture moderne, mais malgré tout, c'est à cet imaginaire-là que l'on parle. Et donc, ce faisant, le détail des propositions de Jordan Bardella ou de la majorité, très peu de ceux qui pourraient être concernés, qui pourraient jouer les bascules en termes de vote, en comprendront tout à fait les finalités. Donc l'important est une bataille d'image, et donc s'attaquer aux propositions
les montrer crédibles ou pas crédibles n'est pas aujourd'hui le premier enjeu électoral. Ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs et agricultrices ont la cote au sein des partis politiques. On a entendu la numéro 2 de la liste LR à l'instant. Et donc, on va dire un mot de Valérie Hayer, qui est députée européenne, petite fille d'agriculteur, et qui va, selon toute vraisemblance, prendre la tête de liste Renaissance et parti de la majorité présidentielle à ces élections européennes. Est-ce que c'est un bon choix pour vous, Jean Garrigue? Parce qu'il y a ce n'est pas lui faire injure de dire qu'elle a très très peu de notoriété, on va dire ça comme ça. Et ce n'est pas lui faire injure de dire que c'est un choix presque par défaut, puisqu'il y a une succession de noms qui ont été évoqués, dont beaucoup ont décliné l'invitation, comme Olivier Véran et d'autres. Et on l'envoie un petit peu au casse-pipe entre nous. C'était un peu le cas de Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes. Elle l'avait dit elle-même, on m'a envoyé dans la piscine alors que je ne savais pas encore nager. Là, on a au moins cet avantage pour Nathalie Hayer, c'est que... Valérie, pardon. Vous voyez, je reviens vers le passé. Non, on a au moins cet avantage d'avoir quelqu'un qui a un vécu, une identité liée au monde agricole, un peu comme la numéro 2 de la liste LR. Il y a manifestement là une identité qui peut être utile, mais ça n'est pas quelqu'un qui peut incarner véritablement une bataille politique, qui peut être un chef de file d'une bataille politique. On penserait plutôt à un attelage avec le Premier ministre, Gabriel Attal, mais on a vu que Gabriel Attal, dans la séquence qui vient de s'écouler, était au contraire dans l'ombre. Va-t-il reprendre justement une forme de leadership politique ? À mon sens, il est aujourd'hui, dans le camp macroniste, le seul qui puisse incarner positivement la campagne. J'ai peur que cette personnalité qui, au demeurant, a beaucoup de qualités, mais qui incarne aussi la technocratie, l'eurocratie bruxelloise, l'eurocratie du Parlement européen, de Renew. J'ai peur que ça soit difficile pour elle dans un contexte où, comme ça a été dit, de toute manière, le Rassemblement national surfe sur quelque chose qui sort des profondeurs non seulement du monde rural, mais je le répète, des territoires, et qui va bien au-delà du ras-le-bol du monde paysan. Donc c'est quand même une tâche très difficile qui lui est assignée. Allez, il nous reste quelques minutes dans ce premier débat, et on va s'intéresser à une des annonces d'Emmanuel Macron samedi dans son dialogue avec les agriculteurs, quand il lance cette idée, faire de l'agriculture un sujet d'intérêt général majeur de la nation française. Et je vous propose d'entendre la réaction du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. C'était au grand jury RTL Le Figaro, plutôt favorable évidemment. L'agriculture reconnue comme étant d'intérêt général majeur, sur le plan juridique, ça positionne l'agriculture en équilibre avec l'environnement. Et c'est important pour nous, parce que nous, on est à la croisée des chemins. On a besoin de produire, et en même temps, l'environnement, c'est notre quotidien. Nos terres, nos prés, c'est la manière dont on a de conduire une écologie qu'on appelle de nos voeux une écologie constructive. C'est important pour nous, nous sommes à la croisée des chemins, ça positionne l'agriculture en équilibre avec l'environnement. Sylvie Brunel, en équilibre ou en opposition ? Alors d'abord, il faut se souvenir, je parle sous votre responsabilité, que la charte de l'environnement a été intégrée dans le préambule de la Constitution française en 2004 et que donc elle est un principe supérieur aujourd'hui, ce qui d'ailleurs pose des problèmes au quotidien dans l'application des normes sur la biodiversité, ou des lois plutôt sur la biodiversité, sur l'eau, parce que les administrations qui doivent mettre en œuvre un certain nombre de textes, peuvent utiliser des principes qui sont souvent opposés, le principe de précaution, la charte de l'environnement. Donc les agriculteurs au quotidien ont le sentiment, vous le disiez au début de cette émission, d'être des fichés A, c'est-à-dire d'être en permanence, il y a des satellites qui survolent leurs exploitations, contrôlés, surveillés, soumis à l'amende. Et donc, ils disent qu'ils sont, et moi je le pense profondément, les premiers écologistes, parce que les sols, l'eau, la biodiversité, ça fait partie de l'équilibre de les exploitations, de même que le bien-être animal, mais leur marge de manœuvre s'est considérablement restreinte. Et le président de la République a dit qu'il allait mettre fin à ce carcan, sauf qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et d'ailleurs, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre ni vis-à-vis de l'administration, ni vis-à-vis de l'Europe.
Benjamin Morel, comment ça peut prendre forme? Ça passe par quoi? Une loi? Il faut en référer à... voilà, expliquez-nous comment on fait de l'agriculture un intérêt général majeur de la nation. Vous me posez une question auquel seul Emmanuel Macron pourrait répondre. Peut-être est-ce qu'on irait vers une révision constitutionnelle en la matière, mais a priori on peut penser que c'est du domaine de la loi. Oui. D'ailleurs, à la constitutionnalité douteuse, parce que je ne vois pas vraiment la portée normative de la chose. Or, je rappelle qu'une loi doit avoir une portée normative. Donc, autrement dit, elle doit soit interdire, soit obliger, soit permettre. Or là, ce n'est pas vraiment le cas. De même, quand Emmanuel Macron évoque l'agriculture comme étant un élément de la souveraineté, etc. Oui. Tout ça, c'est très très joli dans les textes. Ça fait plaisir aux agriculteurs et c'est une reconnaissance symbolique. La portée juridique, à voir ce qu'en ferait une cour, c'est tout sauf évident. Néanmoins... Donc il se tend un piège, Emmanuel Macron, parce que ce conflit qui dure, il repose notamment sur l'application des promesses, quoi. C'est vraiment un point central de ce que demandent les agriculteurs. Donc là, vous nous dites, je ne sais pas trop comment on va mettre en œuvre cette nouvelle promesse présidentielle. C'est des gages symboliques. Vous pouvez mettre ça dans une loi et ça peut permettre temporairement de faire plaisir, etc. Mais en effet, derrière, la consécration est relativement, difficile. Et je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. L'environnement, lui, est reconnu dans la charte de l'environnement. Par ailleurs, en faisant ça, on entend qu'en effet, il y aurait une opposition. Or, il n'est pas rationnel du point de vue de l'environnement d'importer de la viande d'Amérique du Sud. Le coût carbone de l'importation de viande d'Amérique du Sud est en réalité extrêmement important. Donc, ce que demandent les agriculteurs, notamment en termes de réinterrogation des traités de libre-échange extra-européens, est une question qui, là-dessus, est légitime. Donc, beaucoup plus qu'une décision de constitutionnalisation ou de légalisation de tel ou tel principe, c'est ça qu'il faut interroger, mais en effet ça passe par le niveau européen et aujourd'hui les marges de manœuvre sont relativement compliquées parce que derrière vous avez d'autres intérêts, l'intérêt d'autres nations et d'autres secteurs. Alors c'est pas une idée nouvelle, hein. Le sénateur LR Laurent Duplon par exemple propose de déclarer d'intérêt général majeur les réserves artificielles d'eau pour l'irrigation pour faciliter leur construction. Alors c'est un mot qu'on entend pas forcément souvent dans ces allées, on en préfère d'autres, mais les bassines ou les super bassines, Jean Garrigue, j'entends déjà les associations de défense de l'environnement crier à la trahison d'Emmanuel Macron. C'est le piège du en même temps qu'on retrouve très souvent d'ailleurs dans la politique, qui malgré tout est dialectique, car effectivement résoudre le problème ou assouplir l'éco-phyto, etc., c'est-à-dire l'imposition de normes sur l'utilisation des pesticides, c'est quelque chose qui est compliqué parce que vous avez d'un côté l'intérêt objectif d'une grande partie du monde rural, du monde agricole, et de l'autre côté l'exigence de transition écologique qui pèse aujourd'hui sur la société française. La solution, elle repose dans cette thématique des paysans comme les premiers écologistes de France. Ça, c'est quelque chose de très fort, que défend d'ailleurs le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il est sur cette ligne. Seulement, il n'est pas audible. C'est tout le problème. C'est-à-dire que il me semble que pour une grande partie du monde agricole, des producteurs, il y a une contradiction entre l'écologie punitive, répressive, l'écologie d'imposition qui aujourd'hui domine dans le paysage politique et dans la décision publique et qui vient aussi de l'Europe, et puis de l'autre côté leurs intérêts. Donc tant que vous n'aurez pas résolu ce problème, cette dialectique, vous aurez du mal à faire comprendre aux agriculteurs que vous allez dans le bon sens. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Jean Garrigue, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, on est aux éditions Payot. Sylvie Brunel, Sa Majesté, le maïs, la plante que nous adorons détester mais qui sauve pourtant le monde, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Et Benjamin Morel, La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme aux éditions du Cerf. Bonne visite de ce 60e salon.